Yofi, eh bien, Boker Tov, les Koulam, Chag, Sameach. Alors, oui, non, je ne me suis pas mis sur mon Hanouka cravate à l'appui pour vous. Je reviens d'une Brit Mila, mais en même temps, c'est tellement l'ambiance de Hanouka, la Brit Mila, que bon, bah, on est en plein dedans. Euh, David, c'est moi qui dois admettre toutes les personnes qui rentrent dans le cours? Non, je m'en occupe pas. Ah, d'accord. Ok. Alors, c'est parti. Boker Tov, Chag Sameach à tout le monde. Je vais vous dire tout de suite, je suis très heureux que les responsables de cette journée m'aient demandé de ne pas faire un cours de Torah. Et ben, tout simplement parce que j'ai vu la liste des gens qui parlaient aujourd'hui et je me suis dit, eh ben voilà, c'est bien ma veine de devoir passer entre le Rav Cherki et le Rav Aviner, et qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter. Donc, je suis très heureux qu'on m'ait dit, non, toi, tu sais quoi, fais-nous un cours d'histoire sur l'histoire de Hanouka. Eh bien, ça me fait très plaisir parce qu'en plus, eh bien, c'est une histoire qui est extrêmement méconnue. Alors, il y a des choses que je vais dire ce matin que vous connaissez, les grandes lignes, mais nous, on va essayer de ne pas rester dans les grandes lignes. On va essayer de faire une analyse purement historique de la fête de Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe juste après de Hanouka. Ça ne sera donc pas à proprement parler un cours de Torah, mais ça sera véritablement un cours d'histoire. Alors, quand on parle de Hanouka, eh bien évidemment, il faut un tout petit peu, pour introduire Hanouka, eh bien revenir à l'époque de l'arrivée des Grecs dans la région en Eretz Israël. Alors, la période avant Hanouka, je vais aller assez rapidement, mais c'est quand même important de s'en rappeler un tout petit peu. Alors, nous sommes en moins 333, et moins 332, voilà, l'homme chanet, lorsque Alexandre le Grand va arriver en Eretz Israël. Vous connaissez déjà l'histoire que lorsqu'il arrive devant les portes de Jérusalem, grand stress complet pour toutes les personnes qui sont dans la ville, car jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'une ville fortifiée s'est tenue devant Alexandre, il n'y avait plus de ville après Alexandre. Donc tout le monde a peur de ce qui va se passer. Il est là avec toute son armée, près de 40-50 000 hommes qui attendent devant les portes de Jérusalem. Ils n'attendent que l'ordre d'Alexandre de fondre sur la ville. À ce moment-là, le responsable du peuple juif de l'époque s'appelle Shimon Hatzadik, c'est le Kohen Gadol, c'est également, on va dire, le dirigeant, pas politique, mais on va dire le dirigeant, le leader du peuple juif. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, nous étions sous domination perse, donc il n'y avait pas de véritable dirigeant politique. Il n'y avait à ce moment-là plus véritablement de pacha, c'est-à-dire de gouverneur des Juifs sous domination grecque. Shimon Hatzadik est le représentant des Juifs. Il sort à la rencontre d'Alexandre en habit de Kohen Gadol. C'est interdit. On n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash avec ses habits de Kohen et encore moins de Kohen Gadol. Mais il le fait car il sent que c'est non seulement Pikuach Nefesh, mais qu'il semble que l'avenir du monde se joue maintenant. Et la asot lachem eferu toratecha. Shimon Hatzadik sort au devant d'Alexandre. Et là, la surprise générale, eh bien vous le savez, vous connaissez l'histoire, Alexandre, non content de ne pas le tuer, va descendre de son cheval Boussifal et va se prosterner lui-même, roi du monde, devant Shimon Hatzadik. Ces généraux ne comprendront pas. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, il leur dit, eh bien, depuis qu'on est parti de Grèce, à chaque fois que nous sommes à la veille d'un combat, eh bien, je vois une silhouette m'apparaître en rêve qui me bénit et me dit que nous allons gagner grâce à ses prières. Et tout d'un coup, je me rends compte que c'est lui. Donc, il est évident, je me prosterne contre lui. Et donc, eh bien, tout ça pour lancer l'ambiance. L'ambiance qui montre que, bien finalement, au départ, avec les Grecs, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal au niveau, je parle pas au niveau spirituel, hein, je parle au niveau concret dans la vie de tous les jours, ça se passe pas trop mal. Le successeur d'Alexandre, il n'a pas de fils, son empire va donc être divisé en plusieurs généraux. Ceux qui nous intéressent, ce sont les deux qui entourent Israël, au sud, Ptolémée, qui formera la maison des Ptolémées, et au nord, Séleucos, Séleucide, qui formera la maison des Séleucides. Pendant les 100 premières années, plus ou moins, après Alexandre, Alexandre meurt en moins 323, eh bien, ça sera la maison des Ptolémées qui vont diriger Israël pendant à peu près 90 ans. C'est pendant cette période-là qu'on va avoir Ptolémée II qui va demander à faire traduire la Torah en grec. C'est à ce moment-là qu'on va avoir bien le point de départ de l'hellénisation de toute la région, y compris d'Eretz Israël. Après cela, eh bien,
la maison des Séleucides, voulant agrandir leur territoire, vont conquérir Israël de la main des Ptolémées et c'est la domination séleucide qui commence. Alors, la domination séleucide, elle commence plus ou moins, on ne va pas être à ça près, elle commence plus ou moins aux années moins 210, quelque chose comme ça. Et donc, à ce moment-là, eh bien, dans un premier temps, là encore, j'ai envie de te dire que ça se passe plus ou moins pas trop mal. Pas trop mal, puisque bah, on continue l'ambiance hellénistique, c'est-à-dire de continuer à promouvoir la culture grecque sans forcément être en désaccord et en rébellion contre la culture autochtone. C'est-à-dire que les Grecs, dans un premier temps, ne disent pas qu'il faut abandonner les mitzvot, qu'il faut abandonner la culture juive. Ils proposent tout simplement une culture alternative. OK? Et c'est là que les choses vont un petit peu se corser lorsqu'en moins 187 arrive sur le trône Antiochus numéro 4, Antiochus Epiphanes. Alors les rois séleucides s'appelaient tous Séleucides ou Antiochus. Donc c'est pas compliqué, c'est Séleucide 1, 2, 3, Antiochus 1, 2, 3, 4. Bon, ça va être vite réglé. Antiochus 4 prend les rênes, le contrôle de la région, et à ce moment-là, les choses vont un tout petit peu commencer à bouger. Et là, venez, on va rentrer dans directement ce qui va nous amener à l'histoire de Hanouka. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre, pour remettre la situation en place, parce que l'histoire de Hanouka n'est pas venue comme ça pouf. Vous comprenez que ça fait déjà 150 ans que l'influence grecque est présente partout. Ceci étant, bien que présente partout, jusqu'à présent, il y avait quand même une liberté d'action qui était laissée aux Juifs. N'oubliez pas que même sous les Perses, nous n'avions pas d'indépendance. Nous étions une province autonome, certes, mais complètement dépendante du bon vouloir des Perses, et ça ne va pas changer au niveau des Grecs. Donc, si vous voulez, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Ezra et Néhémia n'ont pas fait de révolte face à l'Empire perse? Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas y arriver, peut-être que tout simplement, la vie n'étant pas si difficile à vivre lorsqu'il y a un gouvernement qui est patron mais qui nous tolère, eh bien, on n'a pas eu envie de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est dans cette ambiance-là qu'il faut prendre le début de l'Empire grec dominant Israël. Il y a là aussi une liberté d'action qui est laissée. Le Beth Amikdash fonctionne normalement. Les Grecs n'interviennent pas jusqu'à Antiochus IV dans le bon déroulement de la vie au quotidien. Mais ça va changer. Ça va changer car pour la première fois, Antiochus IV va lui-même nommer le Kohen Gadol. C'est la première fois qu'on intervient, qu'on a une ingérence de la superpuissance dans le quotidien des Juifs. Bien oui, on va commencer par un petit peu changer les dirigeants du peuple juif. Le Kohen Gadol, à ce moment-là, suivant l'exemple de Shimon HaTzadik, n'a pas tous les pouvoirs, parce que le pouvoir politique, ce n'est pas lui qui l'a, c'est les Grecs. Mais c'est lui qui est l'autorité, le dirigeant du peuple juif. Donc avoir un Kohen Gadol qui est beaucoup plus acquis à la cause grecque, eh bien, va énormément aider à promouvoir les idées grecques. Et donc, pour la première fois, on va mettre en place un Kohen Gadol qui est juif, mais qui est déjà bien hellénisé. Ce Kohen Gadol, on l'appelle Yasson. Yasson à Cohen. Et Yasson, il vient de la maison de Tzadok. La maison de Tzadok, c'est toute une histoire, parce que lorsqu'on revient dans le Tanakh, eh bien, il y a une véritable marloquette entre la maison de Tzadok, la maison de Eviatar, Yoyachin. Donc, on a plein de dynasties de Kohanim qui sont déjà en marloquette depuis pas mal de temps. Ici, le Kohen Yasson va commencer à mettre en place une politique beaucoup plus gréquisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour la première fois, à Jérusalem, va être mis en place une police. Pas une police Mishtara, une police, une cité. C'est-à-dire qu'on va réorganiser la vie de Jérusalem comme une cité grecque. Non seulement on a un Kohen Gadol qui est maintenant plutôt vers la gréquitude, mais en plus la vie de la cité devient à l'ambiance grecque. Nous sommes en moins 173. À ce moment-là,
c'est bien, on a commencé à mettre en place les pions, mais Yasson est encore trop juif. Comme il est encore trop juif, eh bien, on va mettre à sa place un autre Cohen qui, lui, est complètement acquis à la cause grecque. Ce Cohen, il s'appelle Ménélaos. Ah, vous avez déjà vu les noms. Hein, on n'est plus dans Aaron à Cohen. Ménélaos, il vient de la maison de Bilga. Peut-être que ça aide que la sœur de Ménélaos, Myriam, fille de Bilga, est mariée avec un des grands généraux de l'armée séleucide. Vous comprenez à quel point on est déjà dans une assimilation grandissante? Eh oui, Ménélaos, en moins 172, devient Cohen Gadol. À ce moment-là, ça y est, on commence à utiliser les Juifs pour le bon vouloir du développement de l'Empire séleucide. On va donc envoyer les Juifs faire la guerre contre les Ptolémées en Mitzrayim, en Égypte. Alors que normalement, c'est pas à nous de gérer, c'est à eux les Séleucides. Non, on va vous utiliser comme chair à canon. On commence à Jérusalem à mettre en place une place forte. Ça ne suffit plus d'avoir une cité grecque, mais on va mettre en place à Jérusalem, qui surplombe le Beth Amikdash, une forteresse qui s'appelle la Chakra, dans laquelle on va mettre les hauts dignitaires du régime grec pour avoir une espèce de contrôle sur le Beth Amikdash. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ménélaos va financer les opérations d'Antiochus avec les caisses du Beth Amikdash, avec les Otsrot à Ekdesh du Beth Amikdash. Bon, à ce moment-là, c'est compliqué là. Là, ça devient compliqué parce qu'il y a une ingérence complète d'Antiochus dans la vie concrète, mais ça ne s'arrêtera pas là. À partir de ce moment-là, Antiochus se dit que c'est le moment parce que se met en place ce qu'on va appeler plus tard la judéophobia, ou alors en français judéophobie, ou alors en français l'antisémitisme, eh bien on va commencer à le mettre en place. Antiochus, nous sommes en moins 168, décide de mettre en place une série de décrets antisémites. Le premier d'entre eux, on arrête Avodat Amikdash. Ensuite, eh bien, il est interdit de respecter le Shabbat, vous le savez. Ensuite, il est interdit de faire la Brit Mila, vous le savez. Il est interdit de faire Rosh Chodesh, vous le savez, et d'étudier la Torah orale. Mais en plus de ça, il y a une obligation de construire dans toutes les régions d'Israël des bamot, c'est-à-dire des autels pour l'idolâtrie, et d'y sacrifier d'Afka des cochons. C'est le nouvel ordre mondial, si vous voulez, qui se met en place à Jérusalem. On va même nommer un homme qui est Mashgiach HaElilim. Il est comme on dit en français, Mashgiach, le responsable des dieux. Le responsable, il se balade dans tout Israël pour voir que les choses se font bien comme il faut. Cet homme, il s'appelle Héliodorus. En latin, Héliodorus et Héliodoros en grec. Eh bien, Héliodoros, c'est le fameux personnage qui va arriver dans la ville de Modi'in avec sa statue de Zeus et son cochon en disant « Celui qui sacrifiera le cochon à Zeus sera couvert d'or ». Et c'est là, à ce moment-là, que vous connaissez l'histoire que Matityahu habite à Modi'in et ne laisse pas les choses se passer comme il se doit. Mais ça, j'y reviendrai dans quelques minutes. Que faire face à cette nouvelle situation, les amis? Eh bien, face à cette nouvelle situation qui se met en place, et nous sommes en moins 167, il y a 5 façons de réagir. 5 façons de réagir face à la nouvelle situation. Tout d'abord, c'est la façon de la majorité. On appelle ça Shitouf Peoula, des collabos, des mityavnim. Vous savez, dans Alanissim, on dit Me'atim mul rabim, qu'on a été peu nombreux et qu'on a battu beaucoup. Alors, c'est évidemment vrai sur le champ de bataille, mais c'est aussi vrai dans la vie de tous les jours. Les Juifs qui étaient hellénisés étaient beaucoup plus nombreux que les Juifs qui gardaient la tradition d'Israël. Et ça, il faut le savoir, que dans la guerre qui va nous opposer aux Grecs, il y a une guerre qui se fait sur le champ de bataille entre les armées grecques et les armées de Yehuda, mais il y a également une guerre qui se fait dans les rues
au sein de la population. Et il y a beaucoup de juifs mitiyavnim qui vont mourir. Les amis, c'est la première façon de réagir, Shatef Peoula, comme cette fameuse Myriam Bat Bilga qui se marie avec un général grec. Il y a une deuxième chita, c'est la chita de Myriam Bat Tanchum. Myriam Bat Tanchum, elle est plus connue sous un autre nom, Chana. Chana et ses 7 enfants, qu'on va retrouver dans le livre des Maccabim numéro 4, chapitre 20, Sefer Arba. Myriam Bat Tanchum, Chana et Shivat Banea, c'est une autre façon de réagir en disant Kiddush Hashem. Je suis prêt à mourir pour ma foi et je ne suis pas prêt à aucun prix à devenir grec. C'est une autre façon de faire. C'est ceux qui vont donner naissance aux, ce qu'on appelle en hébreu les Edim, ce que les Grecs vont commencer à appeler martyros, c'est-à-dire les martyrs qui sont prêts à mourir pour leur identité. C'est l'histoire de Chana et Shivat Banea. C'est également à ce moment-là que les rabbanim vont commencer à parler de manière officielle, pas que ça n'existait pas avant, mais on n'en parlait pas trop. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de la notion de Ishaharut HaNefesh, de Chaye HaNetzach, de la vie éternelle, que la vie ne s'arrête pas après la mort, mais que la Neshama continue, et ainsi de suite. Encore une fois, c'est vrai déjà depuis toujours, mais on n'en parlait pas. Et maintenant, on commence à en parler dans le monde des rabbanim parce que, eh bien, de plus en plus de gens sont prêts à mourir pour leur émouna. La moindre des choses, c'est de leur dire officiellement que la mort n'est que une virgule dans leur histoire, n'est pas la fin du film. Donc ça, c'est la deuxième façon de réagir, Kiddush Hashem. Il y a une troisième façon de réagir, à savoir, on subit, mais on espère en des jours meilleurs. C'est l'écrasante majorité de ceux qui vont suivre les rabbins. À savoir, on n'aime pas ce qui se passe, on n'est pas du tout content, on n'a pas envie de devenir grec, on essaye de rester juif autant que possible, on subit, on se cache, et on attend que Be'ezrat Hashem, comme disent les Français, avec l'aide de Be'ezrat Hashem, eh bien, on arrive à des jours meilleurs. Il y a une quatrième façon de réagir, elle est quand même assez rare, c'est la fuite. On essaye de ne pas cacher, pas comme on raconte aux enfants que les enfants ils étudient la Torah et ensuite ils mettaient leur vivonyme. Non, moi je te parle des gens qui sont partis dans les montagnes, dans le désert, dans les grottes de Judée, qui ont essayé de se cacher complètement pour ne pas du tout avoir affaire aux Grecs. Mais c'est reste très très minoritaire. Et il y a la cinquième façon de réagir, c'est la façon la plus connue, c'est le Mered, la révolte contre les Grecs, parce que ça y est, on n'en peut plus. Et c'est la chita de nos amis Maccabim. Alors les amis, concentrons-nous là-dessus, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors, je sais que vous êtes tous des tzadikim, talmidei chachamim. J'ai posé une question à mon fils. J'ai posé une question à mon fils au début de Hanouka, et je lui ai dit que je ne l'aiderais pas à trouver la réponse. Qu'il avait toute la semaine pour trouver la réponse. Après, peut-être que vous n'êtes pas baigné de culture de comics comme je l'ai été dans mon enfance. Je lui ai demandé quel était le lien entre Yehuda Maccabi et les Avengers. Eh oui, il faut savoir intéresser les enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, quel est le lien entre Yehuda Maccabi et les Avengers? Eh bien, la réponse est très simple, les amis. Yehuda Maccabi n'était pas inscrit à la Coupa Trolim Maccabi. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que la Coupa Trolim Maccabi s'écrit avec un kaf, alors que Yehuda Maccabi s'écrit avec un kouf. Ça sera plus tard qu'on va appeler à Maccabi avec un kaf, Mika Mocha Ba'elim Hashem. À la base, c'est un kouf, parce que Maccabi, ça vient du mot Makevet. Makevet, c'est l'hébreu ancien pour parler d'un patiche, pour parler d'un marteau. C'est parce qu'il martelait sur la tête de ses ennemis. Donc, ceux qui ont compris la référence du comics, eh bien, grand bien leur face. Quoi qu'il en soit, Yehuda va être le manig numéro 1 de la révolte contre les Grecs. Alors, je vous ai lancé dans l'histoire tout à l'heure, je reviens dessus. Donc, on a dit, on a ce chef, ce responsable, Héliodoros, qui arrive à Modine, et la statue de Zeus, le cochon, et il dit, celui qui va sacrifier un cochon à Zeus, eh bien,
eh bien, sera couvert d'or. À ce moment-là, c'est la ville de Matityahu. Matityahu, on ne sait pas s'il prétend être Kohen Gadol ou s'il est simplement Kohen. Il fait partie de la famille des Kohanim de Hashmonai. Il a 5 enfants. Yehuda, Jonathan, Yochanan, Elazar, Shimon. 5 enfants. Et Matityahu dit non, c'est pas possible. Au moment où il voit un juif Mityaven s'avancer pour sacrifier le cochon à Zeus, il sort son épée, il dit Mil Hashem Elai, et la révolte commence. Si on accepte cette explication comme étant le début de la révolte, alors que dans le Midrash, vous le savez, c'est l'histoire d'un mariage qui va lancer la révolte. Mais je ne rentre pas dans cette explication maintenant. Le début de la révolte, donc, commence avec Yehuda aux commandes. Yehuda commence la révolte et Yehuda va devoir faire face à qui? À qui Yehuda va devoir faire face? Eh bien, les amis, il va devoir faire face tout d'abord à l'armée grecque. Qu'est-ce que ça veut dire, l'armée grecque? Alors, ça fait très longtemps que, voilà. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre là maintenant? Oui. David? Oui, très bien, ça marche. Donc, ce que vous voyez, c'est la phalange grecque. La phalange grecque, c'est comme ça que sont envoyés les soldats grecs face à leurs ennemis. La phalange grecque, il faut comprendre, je vous explique ça pendant 5 minutes parce qu'il faut comprendre contre quoi Yehuda doit se battre. Vous pouvez voir ici qu'il y a, ce sont des carrés parfaits de 16 soldats sur 16 soldats, c'est-à-dire 256 soldats qui marchent ensemble. Alors, on voit l'image en tout petit, hein. On ne la voit pas en grand, l'image. Vous l'avez en petit? En miniature, quoi. Ah, comment on fait alors? Faut cliquer dessus 2 fois. C'est mieux là? Non. Non. Bon. Mais on la voit l'image. Hein? Ouais. En petit. Bon, sûr, en tout petit, je ne sais pas vraiment quoi te dire. Tov Zemayesh, Malasot. Bon, l'homme chané, c'est pas très important. Ce sont des soldats qui sont extrêmement armés. Alors, Azot, c'est quoi? Stop share. Voilà, comme ça c'est réglé. Si on ne voit pas, ça ne sert à rien. Bekitsour, ce sont des soldats extrêmement entraînés. Ce sont des carrés qui avancent avec un bouclier chacun sur le bras gauche et également une sarisse de 7 mètres de long qui forme un bouclier en l'air, en avant, de côté. Enfin, on fait face à une armée extrêmement entraînée, extrêmement prête. Les archers grecs ont des armes qui sont beaucoup plus efficaces que les archers de Yehuda à Maccabi. Autant dire qu'au niveau des forces en présence, Yehuda n'a aucune chance. Yehuda n'a aucune chance. Et j'ai envie de vous dire que Yehuda, dans un premier temps, doit faire face à une réalité très concrète. La réalité, elle est la suivante. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas perdre. Voilà ce que Yehuda sait. Et donc, lorsqu'il commence le Méred, vous comprenez bien qu'Antiochus, qui habite à Antioche, là-bas en Syrie actuelle, il entend parler d'un mec qui se révolte, voilà, ça va être vite réglé. Il envoie son général Apollonius et avec 2000 hommes, il vient calmer Yehuda. Ça va être le premier combat. Le premier combat de Yehuda à Maccabi, eh bien, ça va être le combat contre Apollonius. Lui, il n'a pas 2000 hommes. Lui, il a 300 hommes. 300 hommes pour Yehuda à Maccabi face aux 2000 d'Apollonius. Comment faire? Comment Yehuda va-t-il son ennemi? Eh bien là encore, il s'agit non pas, alors évidemment, Rabotai, qu'il s'agit de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mais il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui se dit, tiens, on va compter sur Akadosh Baruch Hu et puis on n'en parle plus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le premier combat de Yehuda les amène exactement où il veut. Il les amène à Maale Bet Levona. Maale Levona, entre Ophra et Shiloh, c'est une haute colline qu'il va falloir monter. Et Yehuda sait très bien que lorsque les soldats seront arrivés en haut, ils seront crevés. Lui, il les attend. Il les attend et il a divisé ses 300 hommes en 70, 130 et 100. 70 qui vont tout d'un coup surgir devant leurs ennemis pour arrêter les premières lignes. Et il en a placé 130 qui vont débarquer à leur gauche et 100 qui vont débarquer à leur droite. Lorsque la force grecque arrive et tout d'un coup voit 70 mecs qui leur tirent dessus à bout portant, tout le monde s'arrête. À ce moment-là, Yehuda lève le drapeau, les 130 de gauche se lèvent, commencent à attaquer. L'ordre est donné chez les Grecs de se tourner à 90 degrés pour attaquer les 130.
c'est à ce moment-là que Yehuda, aux commandes des 100 qui sont de l'autre côté, leur fonde par derrière. Leur instrument de guerre leur empêche d'être très mobiles et Yehuda peut les attaquer par derrière. Mais ça ne suffira pas. Yehuda seul prend toute l'armée, les 2000, à revers, rentre, pénètre dans les rangs, arrive à découvrir où est Apollonius et le tue. Une fois que le chef est mis hors d'état de nuire, les Grecs ne savent plus comment avancer. Ils s'enfuient et c'est la victoire de Yehuda contre Apollonius. D'ailleurs, il prendra l'épée d'Apollonius qui lui servira d'épée jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il se fera tuer beaucoup plus tard. Et donc, c'est une grande victoire. Yehuda vient de gagner son premier combat contre les Grecs. Nous sommes en moins 166, le premier combat de Yehuda. C'est génial. Bon, à ce moment-là, Antiochus comprend que finalement, on va avoir affaire à du plus sérieux que ce qui était prévu. Il envoie donc, pour son deuxième combat, il envoie un autre général, un général bien connu, puisque le général en question, vous l'avez certainement déjà entendu parler de lui, il va s'appeler, le deuxième, il s'appelle Séron. Séron est le deuxième général grec qui, cette fois, n'est pas à la tête de 2000 hommes, mais il est à la tête de 10 000 hommes. Il est à la tête de 10 000 hommes, et alors là, ça va être le combat de Beth-Horon. Dans le combat de Beth-Horon, les amis, c'est le deuxième combat. Yehuda n'est plus à la tête de 300 hommes, il est à la tête de 800 hommes face à 10 000. Comment va-t-il réussir, cette fois-ci, à battre les 10 000 hommes? Ça paraît complètement absurde, ça paraît complètement invraisemblable. Comment va-t-il réussir? Eh bien là encore, Ma'ale Beth-Horon, c'est le terrain qui va gagner. Le seul avantage de Yehuda, c'est qu'il connaît le terrain mieux que personne. Ma'ale Beth-Horon, c'est une colline, c'est pas seulement une petite colline comme à Beth-Levona, c'est une colline. Et en plus, le chemin est très très serré. Ce qui fait que la phalange grecque ne pourra pas passer. Ils seront obligés de passer, pas un par un, mais de manière complètement désorganisée, ce qui va permettre de les attaquer sur tous les côtés et là aussi d'avoir une grande victoire. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez passé votre code de la route. J'imagine que vous avez passé votre code de la route. Qu'est-ce qui se passe d'après le code de la route si jamais il y a une rue qui monte comme ça et qu'il y a une voiture qui descend et une voiture qui monte? Qui a la priorité? Hein? Celui qui descend. Celui qui monte. Naron, celui qui monte. D'où ça vient? De la Mishnah. Alors, je ne sais pas si le code de la route a appris la Mishnah, mais dans la Mishnah, on nous dit, si jamais il y a deux agalotes qui arrivent Bema'ale Beth-Horon et il n'y a pas de place pour les deux, alors on laissera passer celle qui monte d'abord et seulement après celle qui descend. Donc Beth-Horon, c'est une route quand même très très serrée, ce qui va permettre à Yehuda d'avoir une énorme victoire. Une victoire qui est d'ailleurs assez incompréhensible parce que lorsqu'il commence à les attaquer et qu'il commence seulement à tuer quelques dizaines de personnes, Séron a peur et s'enfuit. Et donc le deuxième combat de Beth-Horon va être gagné parce que très rapidement, les Grecs vont s'enfuir. Bon, à ce moment-là, ça suffit. Ça suffit. Les Hashmonaïm commencent à prendre la grosse tête. Résultat des courses, eh bien, Antiochus va dire, c'est plus, ça y est, on ne peut plus laisser comme ça. Pour le troisième combat, on va envoyer cette fois un général aguerri. On va envoyer Gorgias. Gorgias pour le troisième combat. Cette fois, il est à la tête de 40 000 hommes, voire 50 000 hommes. Ça dépend des sources. Mais l'homme est chané. À ce moment-là, Yehuda vient avec 3 000 hommes. Et il commence à faire des discours. Mais regardez dans Sefer HaMakkabim, c'est absolument incroyable. Sefer HaMakkabim nous donne les discours de Yehuda avant les combats, mais c'est le plus grand discours de Emouna que vous avez jamais vu. À ce moment-là, il arrive à Emmaüs, à côté de la Troune. Et c'est là que va avoir lieu le troisième combat. Comment faire pour, avec 3 000 hommes, vaincre les 40-50 000 hommes de Gorgias? Gorgias s'est dit, je vais surprendre Yehuda. Il détache 5 000 hommes pour les surprendre dans leur camp à eux la veille des combats, pendant la nuit. Mais sauf que Yehuda est au courant de l'histoire. Il a des espions qui ont montré les mouvements de troupes de Gorgias. Il va donc dire à tous ces hommes de laisser le camp tel quel, feu allumé, tente en place, et de partir. Résultat des courses, eh bien, les 5 000 hommes vont penser que ça y est,
les Maccabines les ont vus arriver il y a 5 minutes et ils se sont enfuis. Et ils ont tout laissé sur place. Et donc ils se disent, eh ben, ils sont juste à côté. Nous allons les poursuivre dans les montagnes. Gorgias a laissé donc s'échapper les 5000 plus valeureux guerriers qu'il avait. Et ils sont partis poursuivre une chimère. Pourquoi une chimère? Eh bien parce que pas du tout. Yehuda est tout simplement parti de l'autre côté pour surprendre le camp de Gorgias à l'aube lorsqu'ils ne sont absolument pas prêts au combat. Et il va remporter une victoire éclatante là-bas à Emmaüs. Les amis, une fois qu'on a gagné le 3e combat, eh ben, on ne sait plus trop quoi faire. On envoie un autre général qui s'appelle Lysias, et c'est le combat de Betsour, le 4e combat. Mais là aussi, c'est une victoire incroyable de Yehuda Maccabi, à savoir, il faut quand même le noter, même si on s'en fiche un petit peu, à ce moment-là, le roi grec n'est plus Antiochus IV. Il a été détrôné par Antiochus V, mais bon, ça ne nous intéresse pas vraiment à ce niveau-là. Antiochus V, après la victoire de Yehuda Maccabi, accepte une trêve et leur laisse faire ce que nous on appelle Hanouka. À savoir, ça y est, Hanouka Tamizbeach, les Grecs ont besoin d'une trêve, ils n'en peuvent plus, très bien, Yala, Shichur Amigdash, Hanouka, nous sommes en moins 164, tout le monde est content, oh Zegmor, Veshir Mizmor, Hanouka Tamizbeach, blablabla. Sauf que ne croyez pas que la guerre s'arrête là. Absolument pas. Les combats de Hanouka ne sont absolument pas terminés et ça va reprendre. Ça va reprendre juste après. Juste après, ça va reprendre parce qu'à un moment donné, vous êtes gentils, mais les Grecs, quand ils se sont refait une petite santé, ils disent bon bah c'est pas tout, mais on va quand même pas les laisser, comme ça. Et donc ils reviennent et ils renvoient Lysias. Et cette fois, Lysias sait contre qui il se bat, et ça va être le combat de Beth Zecharia. Il ne fait pas les erreurs tactiques de ses prédécesseurs, et dans le combat de Beth Zecharia, eh bien, ça va être la première grande victoire, les amis, des Grecs. Première grande victoire des Grecs, dans laquelle ça va être un combat énorme à Beth Zecharia. C'est la première fois que les Grecs vont faire rentrer les éléphants de guerre dans les combats. D'ailleurs, c'est là qu'on verra l'un des frères de Yehuda qui s'appelle Elazar, qui était Osek, d'après le Sefer HaMaccabim, Osek Belehamit et Apilim, de s'occuper des éléphants. Il a été tué par un de ces éléphants, et c'est pour ça que dans le Gush Etzion, vous avez un village qui s'appelle Elazar. Eh bien voilà, Elazar est tombé, Yehuda a perdu son combat, il s'enfuit. À ce moment-là, les Grecs arrivent à une espèce d'accord avec les Juifs et le Sanhédrin et disent bon, allez, on vous laisse un petit peu de chofesh dati, mais vous dégagez Yehuda à Maccabi, on ne veut plus entendre parler de votre révolte. Et les rabbins acceptent. Yehuda à Maccabi est mis sur le côté et les Grecs sont de nouveau les patrons. Sauf que la trêve ne reste pas très longtemps, les décrets reprennent de plus belle, et donc on rappelle Yehuda à Maccabi et on l'envoie pour recommencer la révolte. Et la révolte repart de plus belle, et à ce moment-là, nous arrivons au 6e combat de Yehuda. Le 6e combat, ça va être le premier combat de Nicanor. Le premier combat de Nicanor, il y en aura 2. Le combat de Nicanor, combat à Kfar Shlomo, et un combat qui s'appelle le combat à Hadasha. Mais les 2 combats de Nicanor vont être des victoires absolument éclatantes de Yehuda à Maccabi. Des victoires éclatantes qui laissent à penser qu'à ce moment-là, eh bien, on ne peut plus rien faire face à Yehuda à Maccabi. Laissons tomber. Mais non. Bien que Nicanor ait été complètement mis de côté, les Grecs n'abandonnent pas et ils vont envoyer toutes leurs forces dans le dernier combat de Yehuda à Maccabi qui s'appelle le Krav Elisha. Et là-bas, dans ce combat-là, ça se passe à côté de Ramallah actuellement, et bien à ce moment-là, dans le 8e combat de Yehuda à Maccabi, Yehuda non seulement va perdre, mais il va y perdre la vie. Nous sommes en moins 160, Yehuda à Maccabi, après 8 ans, depuis moins 167 jusqu'à fin moins 160, Yehuda meurt, mais ce n'est pas la fin. Et non, ce n'est pas la fin, parce que après Yehuda est tombé, Elazar est tombé, c'est Jonathan qui prend le contrôle des Maccabim. Dans un premier temps, il s'enfuit
en Midbar Yehuda pour continuer la révolte de loin, mais la révolte continue. La révolte continue et les Grecs ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire, si bien que pendant 7 ans, Jonathan va faire des attaques éclairs contre les Grecs. Ils n'en peuvent plus, ces Grecs. Et donc, à un moment donné, ils décident de faire une vraie trêve signée avec Jonathan. En le mettant, lui, Cohen Gadol, tout ira bien. Très bien, Jonathan est un stratège. Il a réussi à amener les Grecs exactement où il voulait. Il est maintenant Cohen Gadol, il est le chef politique plus ou moins des Juifs, et il pense que c'est bon. Sauf que c'était mal connaître la maison des Séleucides. Ils font venir un stratège pas moins émérite qui s'appelle Tryphon. Alors pas Tryphon tournesol, hein, Tryphon tout court. Et ce Tryphon, eh bien, va inviter Jonathan à des pourparlers. Nous sommes en moins 152. Il invite à des pourparlers, seulement alors que tous ces hommes à Jonathan lui disent de ne pas y aller, il y va quand même et il se fera tuer là-bas, en traître évidemment, c'était un piège, il se fera tuer complètement là-bas. À ce moment-là, eh bien, il ne reste plus que 2 des frères des Maccabim, des Hashmonaïm encore en vie, il y a Yochanan et il y a Shimon. C'est Shimon qui prendra la tête de la famille Hashmonaïte, mais surtout du peuple juif, et c'est Shimon qui continuera pendant encore 11 ans les combats contre les Grecs. Oui, les amis, il faudra attendre l'année moins 142 pour arriver à la fin des combats contre les Grecs, lorsque Shimon réussira à faire dégager le dernier Grec d'Eretz Israël. La révolte de Hanouka, les amis, n'a pas duré 3 ans, elle a duré 25 ans. 25 ans. Et finalement, Shimon, à ce moment-là, il devient le patron. Le chef grec qui dépose les armes devant lui s'appelle Démétrios, et à ce moment-là, eh bien, Démétrios dit « Ok, je te donne tout ce que tu veux, mais on arrête les combats. » Entre parenthèses, Shimon est un stratège lui aussi. Et Shimon, il a très bien compris que jusqu'à présent, on a réussi à les avoir un petit peu à l'usure. On a fait des guerres, des guérillas. Mais si on veut pouvoir les dégager, il faut qu'on ait un appui extérieur. Il faut que les Grecs, les Séleucides, soient très intéressés à nous laisser tranquilles parce qu'ils devraient être aux prises avec d'autres. Et donc Shimon, eh bien, se dit que les ennemis de mes ennemis, pourquoi pas, deviennent mes amis. Et donc Shimon va être le premier à faire des relations secrètes avec une autre puissance qui déteste les Séleucides. Cette autre puissance, elle s'appelle la République de Rome, qui est en train de monter et qui a des vues sur la Grèce. Et bien donc, Shimon va faire équipe avec les premiers Romains. Ils ne vont pas faire venir des légionnaires, ils ne vont pas l'aider militairement, mais ils vont l'aider en attaquant Antioche par l'ouest. Et donc, eh bien, les Séleucides ont besoin de ramener leur armée. Et donc, ils sont tout à fait d'accord de donner à Shimon tout ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En moins 142, Shimon, c'est le patron. C'est le patron, ça veut dire que non seulement il est le Kohen Gadol, en plus, il est Nessi Israël. Alors, il ne s'appelle pas encore Melech, il n'est pas encore roi, mais il est le président des Juifs, si vous voulez. Et ben, les Grecs ne sont plus là, ça y est. On a gagné la guerre de Hanouka. Bon, c'est bien, c'est cool, mais le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, eh bien, les Romains disent et rappellent à Shimon que n'oublie pas que tu nous en dois une. Et ils vont quand même toujours avoir un œil sur la région à partir de ce moment-là. Mais bon, on peut dire qu'à ce moment-là, la guerre de Hanouka est terminée. Oui, la guerre de Hanouka est terminée, mais nous n'avons pas encore véritablement repris la pleine possession de la terre d'Israël. Pour cela, il va falloir que la maison des Hashmonaïm, eh bien, devienne véritablement une maison souveraine. Ça se fera sur la génération d'après Shimon. Et oui, Beth Hashmonaï est aux manettes, c'est très bien, mais n'oublions pas une chose. Nous sommes en moins 142. Rappelez-vous qu'Alexandre le Grand est arrivé en moins 333. Ça fait près de 200 ans que la culture grecque est là. Bien qu'on ait fait la révolte contre les Grecs, bien qu'on les ait dégagés, vous croyez quand même pas que l'influence grecque n'est pas présente
partout. Elle est présente partout. Elle est présente dans la vie quotidienne, elle est présente chez les rabbins, elle est présente chez les Kohanim, elle est présente dans l'ambiance. À ce moment-là, eh bien, on commence à voir rentrer dans la loi juive des notions grecques. Par exemple, l'assemblée des rabbins va s'appeler le Sanhédrin. J'ai parlé du mot Sanhédrin avant, mais c'est parce que j'utilise avec le mot qu'on utilise. Avant, ça ne s'appelait pas Sanhédrin. Sanhédrin, c'est un mot grec. De la même façon, la ficomane qu'on mange à Pessah, c'est un mot grec. La Grèce et son idéologie est présente partout. Les Hashmonaïm sont petit à petit également investis de l'hellénisation. Les amis, c'est pas très compliqué. Il y a on va dire un curseur qui peut nous permettre de voir à quel point nous subissons ou acceptons, l'Oméchané, l'influence d'une autre culture. Et je ne rentre pas dans le débat, j'ai vu que je sais que ça a été un débat en France il y a quelques mois, mais la notion du prénom, du nom de la personne, c'est-à-dire que lorsque j'ai un fils, j'ai une fille, et que je vais décider de le nommer, vous savez que dans le judaïsme, Shem, ça veut dire Matara. D'ailleurs, en français, on dit je fais ça au nom de. Les Shem Shamaim. Un nom, ça révèle effectivement ce que j'ai envie de faire passer dans l'identité de mon fils, ça révèle quel rôle j'ai envie de lui donner. Si je l'appelle Moshe, quand je me suis la fille de Pharaon, eh bien c'est tout à fait normal, car Moshe, c'est un mot égyptien. Donc la fille de Pharaon donne un nom égyptien à son fils. C'est tout à fait normal. Moshe voulant dire, ça veut dire quoi en égyptien? Ça veut dire fils. Ça correspond à ce que dit le verset. Il a été pour elle un fils, elle l'a appelé Moshe, mon fils. C'est de l'égyptien, donné par une femme égyptienne, c'est tout à fait normal. Lorsque moi, j'appelle mon fils par un nom juif, par exemple, mon fils s'appelle Uriah Tzvi, eh bien, c'est un nom directement lié du Tanakh. Lorsque je décide d'appeler mon fils, enfin, pas moi, mais lorsque mes grands-parents décident d'appeler mon père Éric Paul, eh bien, c'est parce que, un, ils aimaient le nom Éric, parce que, deux, ils n'avaient pas vraiment le choix puisqu'il fallait un nom qui était dans le calendrier chrétien, dans le calendrier de la République, jusqu'en 1900, si je ne me trompe pas, je crois que c'était 93, c'était dans la loi qu'il fallait truc, enfin je ne sais pas exactement, je dis peut-être des bêtises en termes de date, mais à l'époque de mes grands-parents, c'était la loi. Mais pourquoi le nom Paul? Eh bien parce qu'ils veulent appeler mon père Paltiel. Parce que c'est un nom des ancêtres de la famille, ok, Paltiel. Mais Paltiel, c'est pas dans le calendrier, donc on va trouver un nom qui ressemble dans le calendrier. Ils se sont dit Paul, Paltiel, ça ressemble. Mais on voit bien qu'il y a ici une influence culturelle. C'est une évidence. Je remercie énormément mes parents à moi. Je les remercie énormément de n'avoir pas cédé à cette influence culturelle et de m'avoir appelé Ethan Menachem. C'est-à-dire que mes deux prénoms sont des prénoms juifs. Alors qu'ils auraient pu m'appeler Jérôme. J'ai rien contre les Jérômes, hein, évidemment. Mais vous comprenez que c'est marqueur d'une identité. Pourquoi je vous dis tout cela? Eh bien parce qu'à ce moment-là, eh bien dès le fils de Shimon à Hashmonaïm, eh bien on va voir que dans la dynastie des Hashmonaïm, les noms commencent à changer. Eh oui, le fils de Shimon va s'appeler Yochanan, ça c'est chez nous, Urkanus. Ah, le deuxième prénom n'est déjà plus vraiment de chez nous, Yochanan Urkanus. Son frère va s'appeler Yehuda Aristobolus. Le fils, donc la troisième génération, va s'appeler Alexander Yanaï. C'est-à-dire que Alexandre, c'est un nom grec, Yanaï, c'est de chez nous. C'est-à-dire que Shimon, c'est Shimon. Après, la génération d'après, tu as d'abord un nom juif, ensuite un nom grec. La génération d'après, c'est un nom grec et ensuite un nom juif. Et puis après, la quatrième génération, ce sera que des noms grecs. En malasot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où Yochanan Urkanus prend le pouvoir? C'est lui qui devient le premier roi Hashmonaï. Et il va également faire énormément de conquêtes. Il va faire des conquêtes, mais le top du top de la famille Hashmonaïte, je ne parle pas au niveau
de leur rapport avec la Torah, pas du tout. Je parle au niveau politique. Ça sera avec la troisième génération, à savoir Alexander Yanaï. Alexander Yanaï va faire des conquêtes énormes. Il va amener le pays jusqu'au Liban actuel et jusqu'à Eilat. Et il va également imposer des conversions globales et forcées de toutes les tribus qui sont dans son territoire. Résultat des courses, eh bien, dans le Negev actuel, habitait à l'époque un peuple qui s'appelait les Édoméens de Édom, descendants de Édom et savent ce que tu veux, et il va les convertir de force. Ça va être important, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ceux qui suivent mes cours sur ma chaîne YouTube sur l'histoire du deuxième temple, on en parlera la semaine prochaine, mais ça va avoir son importance parce qu'un des Édoméens convertis de force s'appelle Hérode. Mais ça, on y reviendra dans un autre cours. Quoi qu'il en soit, eh bien, les conquêtes et les conversions sont mises en place, mais Alexander Yanaï change également complètement de fusil d'épaule par rapport à la Torah, puisque pour la première fois, il est le roi d'Israël et il décide, il est également le Kohen Gadol, bien sûr, et il décide d'être tzduki. Car depuis quelques années, l'école des Sadducéens, menée par le Kohen Tzadok et Baitos, qui étaient des élèves de Antigonos Ichsocho, oui, je vous balance plein de noms comme ça, eh bien, commence à voir le jour. La vision des Tzedukim, qu'on dit en français les Sadducéens, eh bien, rejette la Torah orale. Alexander Yanaï adopte le régime des Sadducéens. Sa femme, par contre, elle est tzadika. Sa femme, elle reste prouchite, elle reste fidèle au rabbin. Peut-être que ça joue que le frère de la reine, qui s'appelle Shlom Tzion Alexandra, eh bien, peut-être que ça joue que son frère n'est autre que Shimon ben Shattach, le Nassi à Sanhedrin. Bon, les repas de famille devaient être sympathiques. Entre Shimon ben Shattach, Nassi à Sanhedrin, chef des Prouchim, Alexander Yanaï, Kohen Gadol, roi et chef des Tzdukim, ça devait être sympathique les repas de famille. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Alexander Yanaï commence à faire massacrer les rabbins qui ne pensent pas comme lui. Il y a toute une histoire qui est mentionnée dans le Talmud, comme quoi, eh bien, Shimon ben Shattach veut le juger son beau-frère pour les actes odieux qu'il a créés, qu'il a commis. D'ailleurs, pas seulement contre les rabbins, mais parce qu'il y avait une révolte contre lui au niveau de Migdal, dans le l'issue de Migdal, à côté de Tibériade. Et Alexander Yanaï a envoyé un de ses généraux et a tout simplement massacré hommes, femmes et enfants là-bas, sur la montagne du Harbel. Ce général en question, c'était ce fameux Hérode, dont on parlera plus tard. Mais lorsque Alexander Yanaï veut le juger, eh bien, lorsque Shimon ben Shattach, le Nassi à Sanhedrin, veut juger le roi dit ok, je viens. Il vient se faire juger, mais comme fera quelqu'un d'autre beaucoup plus tard en France le 18 Brumaire, eh bien, comme Napoléon à son époque, Alexander Yanaï rentre dans le Sanhedrin avec son armée, avec ses chevaux, et il dit, bon, bah, je suis prêt à être jugé, allez, on y va. S'il y a un rabbin qui est prêt à me juger, j'accepte, arme à la main. Donc évidemment, tous les rabbins, ils regardent ailleurs. Et Shimon ben Shattach dit, quoi, vous avez peur de lui? Si on ne le juge pas maintenant, il fera de vous tous des tas d'ossements. Et la Gemara, elle dit qu'il les a regardés, Shimon ben Shattach, et tous les Chachamim sont devenus des tas d'ossements. Bon, pas qu'il avait des pouvoirs de Superman. C'est juste que nous dit Flavius Joseph que Shimon ben Shattach leur a dit, si vous ne le jugez pas maintenant, il deviendra incontrôlable et on ne pourra pas le juger, il fera de nous des tas d'ossements. Ça se fera effectivement une génération plus tard lorsque Hérode prendra le pouvoir et va tuer pratiquement tous les Chachamim. Bekitsour, voilà la situation à l'époque d'Alexander Yanaï. Mais d'un autre côté, le judaïsme, bien que altéré, eh bien, a triomphé. A triomphé complètement. Et j'ai envie de vous dire plus que cela. Le fait que le judaïsme ait triomphé, le fait que la Éliloute, l'idolâtrie, n'a pas continué, parce que les Sadducéens ne sont pas idolâtres, ils ont un problème avec la Torah orale, mais ils sont quand même monothéistes. Eh bien, le fait que le monothéisme ait vaincu l'armée grecque permet
eh bien, au monothéisme de triompher dans le monde. Le fait qu'aujourd'hui, la majorité du monde est monothéiste, comme ci ou comme ça, on ne va pas rentrer dans le débat sur le christianisme, qui est une idolâtrie quand même, mais qui est quand même beaucoup plus proche du monothéisme que ce qu'il y avait avant, eh bien, c'est grâce à la victoire des Hashmonaïm. Nous sommes à ce moment-là de l'histoire en l'an moins 67. En l'an moins 67, eh bien, la reine régente, puisque Alexander Yana est mort, c'est la reine régente Shlom Tzion Alexandra qui a pris le contrôle du pays. On a dit c'était une tzadika. En moins 67, elle meurt. Elle meurt et à ce moment-là, eh bien, le royaume rentre entre les mains de ses deux enfants. Elle en a deux, un qui s'appelle Aristobulus II et l'autre s'appelle Hyrcanus II. L'un a été nommé roi d'Israël, il s'appelle Aristobulus, l'autre est Cohen Gadol, c'est Hyrcanus. Tout est censé marcher comme il faut, mais le problème, c'est que les deux ont des appétits énormes. Aristobulus, qui est roi, veut être également Cohen Gadol. Hyrcanus, qui est Cohen Gadol, veut être également le roi. Et donc, eh ben, ils décident de se faire la guéguerre, tous les deux, entre frères. Bon, comme ils n'ont pas tous les, ni l'un ni l'autre, une armée très importante, eh bien, les deux ont une idée de génie. Tu parles. Ils envoient une lettre à l'homme qui est l'homme puissant du moment. Nous sommes en moins 63. Ils envoient tous les deux, ils ne sont pas concertés, mais ils envoient tous les deux une lettre à un homme qui est stationné en Syrie, qui a débarrassé toute la Méditerranée des pirates, qui vient de faire une guerre terrible contre les Parthes à l'est et les a explosés. Il est l'homme fort de la région. Il s'appelle Pompeius Magnus, Pompée le Grand de Rome. Les deux frères juifs lui envoient une lettre en lui disant « Écoute Pompée, j'ai un problème avec mon frère, tu ne voudrais pas venir m'aider s'il te plaît ?» Pompée qui veut un silence dans la région pour continuer ses conquêtes, eh bien, arrive à Jérusalem et grâce à notre invitation, Rome entre en Israël. Mais l'histoire de Rome en Israël, ce n'est plus l'histoire de Hanouka, c'est une autre histoire que nous étudierons à un autre moment. Chag Sameach Lekulam. Ah, attends, temps mort. Et j'ai oublié de terminer, j'avais prévu de terminer quand même par une phrase de folie, parce que c'est vrai que la fin de l'histoire de Hanouka, tel que je viens de vous le dire, n'est pas super rose-rose, mais je voudrais quand même qu'on se rappelle, parce que c'est quand même Hanouka, et que donc c'est pas la peine de voir tout de manière négative. Donc je voudrais simplement terminer en vous citant une phrase de Shimon Hashmonaï, lorsqu'il termine, on a dit, la guerre de Hanouka en moins 142, et que les Grecs lui disent « mais ça se fait pas ce que tu as fait », eh bien Shimon répond cette phrase, et je termine là-dessus, il dit « Lo eretz nochria lakachnu, velo be rechush nochri machalnu » Nous n'avons pas pris possession d'une terre appartenant à d'autres, nous ne sommes pas emparés des biens d'autrui. Ki im nachalat avotenu asher beyad, c'est-à-dire nous avons repris la terre de nos ancêtres, et lorsque nous avons eu la possibilité, eh bien, nous sommes réinstallés dans notre patrie ancestrale. Lorsque le moment s'est présenté, nous sommes retournés sur la terre de nos ancêtres. Voilà les amis, c'était un petit survol historique des années Hanouka. En fait, nous venons de passer 100 ans d'histoire, depuis moins 167 jusqu'à moins 63. Voilà pour ce qui est de l'histoire de Hanouka. Chag Sameach.